La veille de Noël, la fille de ma sœur a déchiré mon cadeau et a ricané, « Papa dit que tu n'achètes que de la camelote. » Sa femme a hurlé de rire. Je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, j'ai gelé leur carte de crédit. À 8h30 du matin, leur paiement a été refusé à la caisse du magasin. Et puis, je m'appelle Camille Durand. J'ai 35 ans. Et la veille de Noël dernier, ma famille m'a enfin montré exactement ce que je valais à leurs yeux. La petite fille de ma sœur a arraché la boîte de mes mains avant même que je puisse m'asseoir. Elle a déchiré le papier, a regardé le carnet de croquis et le kit de bijoux à l'intérieur, et a grincé du nez. Papa dit que tu n'achètes que de la camelote. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde. Puis son père a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de toute l'année. Ma sœur a caché son sourire derrière son verre. Mes parents fixaient la télévision. Ma propre fille s'est glissée un peu plus près de moi sur le canapé et m'a serré le bras, attendant de voir si j'allais pleurer ou exploser. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai souri, j'ai dit à ma nièce qu'elle pouvait le rendre si elle le détestait à ce point, et j'ai ramené mon cadeau jusqu'à ma voiture. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait sous le toit que j'aidais à payer, je me suis connecté et j'ai gelé toutes les cartes que je pouvais atteindre, la ligne de crédit d'urgence, la carte que j'avais co-signée, le compte, au cas où, qu'il jurait utiliser à peine. À 8h30 le lendemain matin, leur paiement a été refusé à la caisse. Au moment où ils ont commencé à inonder mon téléphone d'appels, je savais déjà que cela ne s'arrêterait pas à un moment embarrassant dans un magasin. Si les histoires de famille qui franchissent des limites dont vous ne soupçonniez même pas l'existence touchent une corde sensible, restez avec moi jusqu'à la fin. Et si vous voulez plus d'histoires vraies où la personne exploitée décide enfin que c'en est assez, mettez un j'aime, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Plus tard cette semaine-là, la lourdeur familière s'est de nouveau installée en moi. Celle qui apparaissait toujours chaque fois que j'essayais de comprendre ma place dans cette famille. C'était étrange de voir à quelle vitesse ce sentiment revenait, presque comme une mémoire musculaire. Pendant des années, je l'avais refoulé, me convainquant qu'il était normal d'être celle qui maintenait tout en place. Maintenant, il semblait impossible de prétendre que je ne savais pas ce que ce rôle m'avait coûté. Avec le recul, le schéma n'avait jamais été subtil. Il avait commencé discrètement, dans le genre de moment que la plupart des gens ignoraient. Je me souvenais avoir payé une petite facture pour ma sœur parce qu'elle disait être à court ce mois-là, et à quel point cela semblait anodin. Puis c'est devenu tout autre chose. Des frais d'abonnement par-ci, une réparation par-là, une autre dépense qui semblait urgente et temporaire. Chaque fois, je me disais que j'aidais parce que c'était ce que la famille faisait, même si cela signifiait mettre mes propres projets de côté. À un moment donné, la ligne entre la générosité et la responsabilité a disparu, et je ne l'ai même pas remarqué. Ma sœur parlait toujours de la difficulté des choses pour elle, de comment elle avait juste besoin de temps pour se remettre sur pied. Elle le disait nonchalamment, avec un air d'attente qui donnait l'impression que la conclusion avait déjà été tirée, que je ramasserais ce qu'elle laissait tomber. Cela ne ressemblait jamais à une demande, mais plutôt à un rappel du rôle que j'étais censé remplir. Je ne peux pas situer le moment exact où elle a commencé à supposer que je dirais oui à tout. Peut-être que c'était la première fois que je n'ai pas résisté. Peut-être que c'était à chaque fois après cela. Il y a eu des périodes où je me disais que j'exagérais. Après tout, je n'étais pas à la rue. J'avais un appartement, un travail, une fille dont je devais m'occuper. Mais chaque nouvelle responsabilité que je prenais pourrait signifier un autre compromis pour nous. L'argent qui aurait dû aller aux activités scolaires de Chloé ou à quelque chose de simple comme une sortie le week-end finissait par combler des vides qui n'étaient pas les miens. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie était liée à leurs décisions jusqu'à ce que le poids commence à affecter les choses qui comptaient pour moi. Parfois, le ressentiment venait discrètement, sous la forme de petites prises de conscience qui se manifestaient bien après que les moments furent passés. Je pensais au nombre de fois où ma sœur avait loué quelqu'un d'autre pour l'avoir aidé tout en oubliant commodément tout ce que j'avais fait. Elle n'hésitait pas à exprimer sa gratitude quand cela la mettait en valeur. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours exclu de ces histoires. C'était comme si mes efforts ne comptaient que lorsqu'ils lui profitaient directement, et même alors, ils étaient à peine remarqués. Il est devenu impossible d'ignorer la fréquence à laquelle on attendait de moi que je me sacrifie sans reconnaissance. Chaque choix financier qu'il faisait, grand ou petit, semblait amorti par l'hypothèse que j'absorberais les retombées. Ce n'était pas dit à voix haute, mais l'attente était là, dans le silence qui suivait chaque nouvel oubli, chaque dépense imprévue, chaque crise qui semblait les frapper plus durement que n'importe qui d'autre.
J'avais l'habitude de me convaincre qu'ils m'appréciaient à leur manière, que peut-être le manque de reconnaissance n'était pas intentionnel. Mais au fil des ans, il est devenu clair qu'ils avaient bâti toute une routine autour de l'idée que je ne me plaindrais pas. Ma fiabilité était devenue leur filet de sécurité. Et plus je fournissais, moins ils le voyaient. La fiabilité devient invisible lorsqu'elle est toujours disponible. Je l'ai appris à la dure. Malgré tout, je continuais à intervenir parce que je ne voulais pas que Chloé grandisse en pensant que sa mère était amère ou pleine de ressentiment. Je voulais qu'elle voie la générosité comme une force, pas une faiblesse. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me demander si je ne lui montrais pas le contraire, que laisser les gens vous épuiser faisait partie de l'amour. Cette pensée a persisté plus longtemps que je ne l'avais prévu, surtout à mesure qu'elle grandissait et commençait à prêter attention à des choses que j'espérais qu'elle ne remarquerait pas. Il y a eu des moments où j'ai essayé de fixer des limites, mais elles tenaient rarement. Un non tranquille se transformait en une dispute sur la loyauté ou les obligations familiales. Et chaque tentative de tenir bon me laissait un sentiment de culpabilité. Ils avaient une façon de déformer la réalité qui donnait l'impression que je les abandonnais. Même quand c'était moi qui luttais pour porter le fardeau, c'était une règle tacite, toute conséquence à laquelle ils faisaient face était en quelque sorte ma responsabilité. Réaliser cela n'a pas apporté de clarté tout de suite. Cela a simplement ajouté une autre couche à une vérité que j'avais évitée. J'ai passé des années à croire que je faisais ce que n'importe qui à ma place ferait. Mais plus je prenais du recul et examinais le schéma, plus cela devenait clair. J'avais bâti ma vie autour de la résolution de problèmes qui n'étaient pas les miens. Et plus j'intervenais, plus ils se retiraient. Ce n'est qu'alors que j'ai commencé à comprendre depuis combien de temps le déséquilibre existait et à quel point je l'avais permis sans même m'en rendre compte. Au fil des jours, la tension qui s'était accumulée pendant des années a commencé à se cristalliser en quelque chose de plus vif, quelque chose que je pouvais enfin nommer. Ce n'était plus de la colère. C'était de la clarté. Cette distinction importait plus que je ne l'avais prévu, car la clarté rendait chaque décision délibérée plutôt que réactive. Elle rendait l'étape suivante évidente, même si son poids s'installait sur mes épaules d'une manière qui laissait entendre que les choses allaient changer de façon permanente. La nuit où j'ai agi était plus calme que d'habitude. Chloé s'était endormie tôt après une longue après-midi à travailler sur un projet qui l'enthousiasmait, laissant l'appartement enveloppé dans une sorte de quiétude que je connaissais rarement. Avec les pièces sombres et l'air calme, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis assise à la petite table de salle à manger qui me servait également de bureau. La lueur de l'écran semblait presque intrusive au début, comme si je laissais la lumière se répandre dans un coin de ma vie que j'avais gardé dans l'ombre trop longtemps. Mais une fois que j'ai commencé, l'hésitation a disparu. La liste des comptes liés à mon nom était plus longue que dans mon souvenir. La plupart n'étaient pas significatifs individuellement, ce qui explique probablement pourquoi je les avais laissés s'accumuler sans remarquer à quel point ils me prenaient au fil du temps. Un paiement couvrait un abonnement qui était censé être temporaire. Un autre était lié à une réparation que j'avais traitée comme une faveur ponctuelle. Une ligne de crédit que j'avais ouverte par commodité s'était discrètement transformée en autre chose. Le schéma était indubitable. Chaque élément avait une histoire, une raison, une excuse qui lui était attachée. Assez petit pour être ignoré, mais assez persistant pour s'accumuler. J'ai examiné chaque entrée attentivement, non pas parce que je doutais de ce que je faisais, mais parce que je voulais comprendre la forme de tout ce qui m'avait été pris. À chaque interrupteur que je désactivais et chaque accès que je révoquais, je sentais quelque chose en moi se relâcher. Ce n'était pas exactement du soulagement. C'était plutôt comme reconquérir un terrain que je ne savais pas avoir perdu. Plus j'examinais, plus je réalisais à quel point je m'étais souvent laissé entraîner dans des situations qui m'épuisaient sans rien apporter en retour. Les paramètres de paiement automatique ont été les premiers à disparaître. J'ai été presque surprise de la rapidité avec laquelle ils ont disparu une fois que j'ai appuyé sur les boutons. Après cela, j'ai changé les mots de passe, retiré mon nom des points d'accès partagés et documenté chaque changement. Le processus n'était pas compliqué, mais chaque étape avait son poids. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de moment où je m'arrêtais pour me demander si je faisais ce qu'il fallait. Cela semblait attendu depuis longtemps, voire nécessaire. 2 heures se sont écoulées sans que je m'en aperçoive. Au moment où j'ai reculé ma chaise, l'air dans l'appartement semblait différent, plus léger en quelque sorte, comme si la pièce avait retenu son souffle et l'avait enfin laissé sortir. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté là un moment, absorbant le silence autour de moi. Rien de dramatique ne s'était produit, et pourtant tout avait changé.
ma sœur et son mari se réveilleraient le lendemain en croyant leur monde intact, sans savoir que le sol sous leurs pieds avait déjà commencé à bouger. Quand le matin est arrivé, j'ai continué mes tâches routinières. Chacune m'a ancré dans la normalité, préparé le petit déjeuner, vérifié l'emploi du temps de Chloé, organisé les choses dans l'appartement. Rien de tout cela ne semblait inhabituel, et c'est ce qui m'a surprise. Je m'étais attendu à ce qu'un sentiment de peur ou de culpabilité s'installe, la voix persistante qui m'avait toujours persuadé d'assouplir mes limites, mais elle n'est jamais venue. À la place, il n'y avait qu'une confiance tranquille qui me rappelait depuis combien de temps j'avais ignoré mes propres limites. Ce n'est que plus tard dans la journée que l'impact de mes décisions a commencé à se manifester. J'ai remarqué une série d'alertes sur mon téléphone, du genre qui laissait présager des perturbations ailleurs. Je ne les ai pas ouvertes immédiatement. Au lieu de cela, je les ai laissées là, s'accumulant sur l'écran comme un reflet de conséquences qui n'étaient plus de mon ressort. Chacune représentait une responsabilité que j'avais portée seule pendant des années, redirigée vers les personnes qui l'avaient créée. Alors que les notifications continuaient d'apparaître, j'ai réalisé à quel point j'avais rarement laissé d'espace entre leurs besoins et ma réponse. Il y avait toujours eu une attente que je réagisse instantanément, que j'intervienne rapidement, que je règle les choses discrètement. Laisser ces messages intacts, c'était comme sortir d'un rôle qui m'avait été assigné sans mon consentement. C'était étrangement valorisant. Au moment où le soir s'est installé, la vibration de mon téléphone avait ralenti, mais pas complètement cessé. Je l'ai posé face contre table et j'ai laissé le silence revenir. La journée s'était déroulée sans chaos, sans confrontation, sans aucune des spirales émotionnelles que je croyais autrefois inévitables. Pour la première fois depuis des années, je ressentais un sentiment de séparation, mince mais indubitable, entre leur choix et ma vie. Et alors que la nuit tombait à nouveau, il est devenu clair que reconquérir cette distance était le premier vrai pas vers quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, vivre sans leur ombre constante. À la fin de cette semaine, l'atmosphère autour de tout ce qui était lié à ma famille avait pris une acuité étrange, comme si les contours des situations que j'ignorais autrefois étaient soudainement impossibles à négliger. Ce n'était pas dramatique ni bruyant. C'était le genre de tension silencieuse qui s'installe lorsque la vérité commence enfin à faire surface d'une manière que personne ne peut remodeler ou déguiser. Je l'ai senti au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents pour la visite suivante. Non pas parce que quelque chose avait l'air différent, mais parce que je n'étais plus au même endroit émotionnellement. Sortir de la voiture, c'était comme entrer dans une version de moi-même qui avait enfin cessé de se faire toute petite pour s'adapter à leurs attentes. À l'intérieur de la maison, le rythme de la journée semblait familier. Trop familier. Les mêmes conversations flottaient dans les pièces. Le même mépris subtil se glissait dans l'espace entre les phrases. La même hiérarchie pulsait sous chaque interaction. Pendant un moment, j'ai tout observé avec une sorte de clarté détachée, remarquant des détails que j'avais négligés pendant des années, la façon dont certaines personnes se positionnaient au centre de l'attention, la façon dont de petits inconvénients se transformaient en mélodrames si les projecteurs s'éloignaient d'eux, la façon dont le silence était utilisé comme approbation ou punition selon qui avait gagné les faveurs ce jour-là. C'était un système si bien rodé qu'il n'avait pas besoin de direction, même sans mots. Les attentes inexprimées atterrissaient exactement là où elles l'avaient toujours fait. J'ai senti la pression d'arrondir les angles, d'alléger l'ambiance, de retomber dans mon rôle assigné. Mais cette fois, les anciens schémas ne se sont pas installés. Ils planaient là, attendant que je fasse ce que j'avais toujours fait, ignorant que quelque chose de fondamental avait déjà changé. Pour la première fois depuis des années, j'ai traversé ces pièces sans me plier à leur confort. Au fil de la journée, j'ai remarqué une agitation croissante dans l'air, une sorte de malaise qui suivait les interactions de manière petite, presque imperceptible. Il y avait des regards échangés à travers la pièce, de brefs moments de calcul, de subtils changements de ton. Il était clair que quelque chose avait été perturbé, bien que personne ne l'ait abordé directement. Ils ne connaissaient pas encore les détails, mais ils en comprenaient assez pour être déstabilisés. Je pouvais sentir l'anticipation monter, comme si tout le monde attendait une explication qu'ils croyaient leur être due. Au milieu de cette tension, ma mère m'a fait signe de la suivre dans le couloir. Elle m'a tendu une pile d'enveloppes avec le genre de neutralité prudente qui suggérait qu'elle ne voulait pas être impliquée, mais ne voulait pas non plus paraître non impliquée. Elle n'a rien dit de significatif, juste un bref commentaire sur le tri du courrier et le fait d'être tombé sur quelque chose à mon nom. C'était le genre de geste qui pouvait facilement être interprété comme utile, bien que le moment choisi rendait l'acte trop précis pour être accidentel. Quand je suis retourné dans un coin tranquille du salon et que j'ai ouvert l'enveloppe du dessus, le changement en moi a été immédiat.
Le document était un formulaire d'inscription pour un programme jeunesse à venir. Mon nom avait été écrit dans la section réservée à la responsabilité financière, et la signature en dessous était une imitation négligée de mon écriture. Même avec un effort minimal, la falsification était évidente, la courbe des lettres, l'espacement, la pression inégale. C'était la performance de quelqu'un qui croyait que je ne remarquerais pas parce que je ne remettais jamais rien en question. La prise de conscience s'est installée lentement en moi, non pas comme un choc, mais comme la confirmation de quelque chose que j'avais pressenti bien avant ce moment. La falsification n'était pas simplement une demande déguisée en paperasse. C'était une déclaration de droit acquis. Cela signifiait que quelque part en cours de route, ils avaient cessé de me voir comme une personne qui pouvait choisir et avaient commencé à me voir comme une ressource qu'ils étaient en droit d'utiliser comme ils le souhaitaient. Le document entre mes mains était plus qu'un formulaire. C'était la preuve de l'ampleur de ce sentiment de droit et de la facilité avec laquelle il avait été justifié entre eux. J'ai fixé la signature un long moment, laissant la vérité s'installer. Chaque choix que j'avais fait pour être solidaire s'était en quelque sorte transformé en permission pour eux de décider des choses en mon nom. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas la trahison elle-même, mais sa désinvolture. Ils avaient supposé que j'accepterais sans poser de questions, parce que je l'avais toujours fait. La falsification n'était pas un acte de désespoir. C'était un acte de confiance, la conviction que j'étais prévisible, docile et trop soucieuse de maintenir la paix pour contester quoi que ce soit. En pliant le document et en le glissant de nouveau dans l'enveloppe, une clarté froide s'est installée en moi. La vérité était là depuis des années, juste cachée sous des couches d'obligation et de silence. Mais voir mon nom écrit d'une main qui n'était pas la mienne, utilisé d'une manière que je n'avais pas acceptée, a traversé toutes les excuses que je m'étais racontées pour préserver l'illusion de l'harmonie. À ce moment-là, j'ai compris que rien dans cette situation n'était accidentel ou mal compris. C'était intentionnel, pratiqué et profondément enraciné. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la déception. J'ai senti le début indubitable de la résolution. Quelques jours plus tard, le malaise qui couvait sous la surface s'est transformé en une sorte de détermination que je ne pouvais plus ignorer. Il n'y a pas eu de changement soudain ou de prise de conscience spectaculaire, juste une reconnaissance constante que rien ne changerait si je n'affrontais pas enfin les parties de ma vie que j'avais laissées envahir petit à petit. Cela signifiait rassembler des informations, faire face à des vérités inconfortables et assumer le genre de responsabilité qui me revenait à moi, au lieu de tout le monde. Mon premier arrêt fut la petite agence de la banque postale près de mon appartement, un endroit que j'avais visité des dizaines de fois sans trop y penser. Cette fois-ci, c'était différent. Je suis arrivé avec un dossier sous le bras, rempli de documents que j'avais triés avec soin la veille. Le bourdonnement silencieux du bâtiment et le doux cliquetis des claviers se fondaient en un arrière-plan qui me permettait d'entendre clairement mes propres pensées pour la première fois depuis longtemps. M'asseoir en face de quelqu'un qui comprenait les systèmes financiers plus objectivement que je ne le pourrais jamais a rendu toute la situation plus réelle, plus tangible. En étalant les documents, j'ai remarqué le changement d'atmosphère. Les papiers qui avaient semblé être des morceaux épars de désagrément à la maison prenaient soudain forme lorsqu'ils étaient examinés par quelqu'un formé pour interpréter les détails. L'agent de banque n'a pas réagi de manière spectaculaire. Il a simplement examiné chaque élément avec une sorte de précision mesurée qui rendait la vérité impossible à nier. Quand il a souligné les incohérences, les implications ont été immédiates. La signature, la piste d'accès, la structure du compte, rien de tout cela ne correspondait à ce qui m'avait été présenté au sein de la famille. C'était le genre de clarté qui venait de quelqu'un qui n'avait aucun investissement émotionnel dans la situation, et cette objectivité a éclairé tout ce que j'avais essayé de rationaliser. En quittant la banque, je portais un poids différent de la culpabilité ou de la frustration. C'était le poids de la confirmation, la connaissance que ce que j'avais soupçonné n'était pas juste un malentendu ou une exagération. C'était un schéma enraciné dans des décisions prises bien avant que je ne les remette en question. Cette prise de conscience m'a guidé directement vers l'étape suivante, tout documenter formellement. Le processus était méthodique. Je me suis assise dans un bureau silencieux, expliquant des détails que j'avais autrefois considérés comme mineurs. À mesure que chaque point était enregistré, la vue d'ensemble se formait avec une précision troublante. Ce n'était pas une erreur isolée. Le document avec ma signature falsifiée n'avait été qu'une couche, mais maintenant d'autres incohérences commençaient à faire surface également. En examinant d'anciens dossiers que je n'avais pas touchés depuis des mois, un schéma d'action non autorisé a émergé. Les signes étaient là,
mais j'avais été trop concentré sur le maintien de la paix pour remarquer avec quelle facilité mon nom avait été utilisé à mon insu. Une découverte en a entraîné une autre. Une ligne de crédit qui aurait dû être fermée restait active avec une activité subtile qui ne correspondait pas à mes relevés. Des déclarations d'assurance ont révélé des réclamations liées à des circonstances qui n'avaient aucun sens dans le contexte de ma propre vie. Même de petits paiements automobiles montraient des signes de manipulation, des paramètres modifiés sans ma participation, des approbations liées à une adresse électronique que je ne reconnaissais pas. Plus j'approfondissais, plus il devenait clair que la situation allait bien au-delà du document initial qui avait tout déclenché. Il était troublant de réaliser à quel point les limites autour de ma vie avaient été franchies, non pas par des actions spectaculaires, mais par des changements subtils et des ajustements discrets qui s'étaient accumulés avec le temps. Chaque détail renforçait la même vérité, ma supposition que les personnes les plus proches de moi respectaient mon autonomie était erronée. Leur confort avait été bâti sur l'accès à des ressources qui n'étaient jamais censées être partagées sans consentement. Plus je découvrais de choses, plus je comprenais depuis combien de temps le déséquilibre façonnait discrètement mes décisions. Au moment où j'ai rencontré un avocat pour définir les prochaines étapes, le choc s'était transformé en quelque chose de plus vif. Assise dans ce bureau, j'ai écouté quelqu'un décomposer les implications légales en termes clairs et constants. Il n'y avait aucun jugement dans l'explication, seulement de la structure, un processus et l'assurance que je n'imaginais pas la gravité de ce qui s'était passé. Les recommandations étaient simples, rassembler toute la documentation, informer les institutions concernées, déposer les rapports appropriés et commencer à séparer formellement tous les liens juridiques et financiers qui subsistaient. Entendre les étapes énoncées de cette manière a rendu tout à la fois plus lourd et plus libérateur. Ce n'était pas le chemin que je voulais, mais c'était le chemin nécessaire pour reprendre le contrôle de ma propre vie. En sortant de ce bureau, je portais un sentiment de détermination qui m'avait manqué pendant des années. La situation n'était plus embrouillée dans une confusion émotionnelle. Elle était définie, documentée et progressait vers une résolution par des canaux qui ne dépendaient de l'approbation de personne d'autre. En rentrant chez moi en voiture, les changements à venir ne m'intimidaient pas. Ils manqueraient. Pour la première fois, la direction semblait entièrement mienne. Une soirée tranquille à la maison aurait dû être paisible après tout ce que j'avais traversé. Pourtant, une lourdeur persistante s'est installée dans la pièce comme si elle avait attendu le bon moment pour apparaître. Je l'ai sentie avant de la comprendre, de la même manière que l'on sent un orage bien avant la première goutte de pluie. Cela a commencé par une simple notification par courriel d'une agence dont j'entendais rarement parler. Quelque chose de si ordinaire à première vue que j'ai failli le laisser de côté. Mais une intuition m'a poussé à l'ouvrir. Et cette décision a changé toute la direction de la nuit. Le message faisait référence à un compte à mon nom, un que je n'avais jamais ouvert, avec un solde qui a tendu l'air autour de moi. Ce n'était pas le chiffre lui-même qui m'a secoué, mais la chronologie des frais remontant plus loin que je ne pouvais l'imaginer, se répétant avec une constance qui suggérait une planification délibérée plutôt qu'une erreur d'inattention. En faisant défiler les détails, chaque ligne ajoutait une autre couche à une structure dont je ne connaissais même pas l'existence. Ce n'était pas seulement un accès non autorisé. C'était un système bâti en silence, conçu pour fonctionner uniquement parce que je ne m'étais jamais arrêté pour remettre en question les schémas qui avaient façonné ma vie pendant des années. J'ai fixé l'écran tandis qu'une clarté froide s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Il ne restait plus de confusion, aucun angle qui pouvait être expliqué par la générosité ou un malentendu. Ce que j'avais découvert plus tôt n'avait été que la surface, et maintenant la profondeur sous cette surface était entièrement exposée. La prise de conscience ne s'est pas manifestée par de la colère. Elle est arrivée comme quelque chose de plus lent, une compréhension de la manière dont mes limites avaient été complètement effacées sans mon consentement. J'ai imprimé chaque page avec soin, les ajoutant à la pile croissante de documentation que je gardais dans un dossier près de mon bureau. À mesure que les pages s'empilaient, le poids du dossier reflétait le poids qui s'accumulait dans mon esprit. Ce n'était pas une trahison récente. Elle avait des racines, une histoire et un niveau d'intention qui m'a forcé à réévaluer des moments que j'avais balayés d'un revers de main par le passé. Les petites demandes, les allusions subtiles, les faveurs présentées comme des urgences temporaires, tout cela apparaissait maintenant différemment sous la lumière de ce que je tenais. Plus tard dans la nuit, en organisant les documents par ordre chronologique, j'ai remarqué un schéma lié à mes déclarations de revenus. Une déclaration de personne à charge qui n'avait aucun sens, déposée pendant une période où ma propre vie était stable et sans histoire. Plus je vérifiais, plus les incohérences émergeaient. Quelqu'un avait glissé ses besoins dans des espaces où seules mes responsabilités auraient dû exister.
C'était stupéfiant de voir avec quelle facilité une personne pouvait justifier de profiter de quelqu'un qui traçait rarement des lignes. Au moment où j'ai fini de tout trier, l'appartement était devenu complètement silencieux. Ce silence n'était pas réconfortant. Il était réfléchi, presque instructif, me poussant à reconnaître des vérités que j'avais évitées parce qu'elles semblaient trop lourdes à affronter. Mais les éviter ne m'avait pas protégé. Cela avait seulement permis à l'exploitation de devenir plus sophistiquée. Assise à la table, je me suis laissé assimiler ce que cela signifiait, non seulement sur le plan logistique, mais aussi sur le plan émotionnel. Il y avait une étrange torpeur dans la réalisation que des personnes en qui j'avais autrefois confiance s'étaient si profondément immiscées dans des parties de ma vie qui auraient dû être intouchables. Je ne ressentais plus le choc. Cette étape était passée. Ce qui restait était une sorte de détermination ancrée, la compréhension que la clarté arrive souvent sous des formes inconfortables. En examinant le dernier ensemble de documents, une pensée s'est installée en moi avec une précision presque physique. Il ne s'agissait pas seulement de réparer les dégâts. Il s'agissait de récupérer les parties de ma vie qui avaient été discrètement redirigées pour servir le confort de quelqu'un d'autre. Chaque page représentait un pas loin de cette ancienne dynamique, un pas vers un avenir où je refuserais d'être ramené dans l'ombre de l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Quand j'ai fermé le dossier, je savais que les prochaines actions auraient du poids. La séparation que j'avais commencée n'était plus seulement financière. Elle était structurelle, émotionnelle et complète. Ce qui avait autrefois semblé être un douloureux dénouement prenait maintenant la forme d'une libération. Les décisions finales à venir ne seraient pas faciles, mais elles seraient les miennes, et cela suffisait à me donner de la force pour ce qui allait suivre. Un matin tranquille s'est installé sur mon appartement, porteur d'une quiétude différente du silence auquel je m'étais habitué. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais la présence de quelque chose de plus stable, une compréhension que le chemin à venir ne nécessitait plus de négociation avec quiconque avait profité de mon hésitation. Ce calme a rendu plus facile de regarder directement les dernières pièces que je devais mettre en mouvement. Le dossier contenant tous les documents que j'avais rassemblés reposait sur la table, plus épais maintenant que je ne l'aurais jamais imaginé. Son poids n'était plus intimidant. Il ressemblait à un jalon de la distance que j'avais parcourue. En triant les dernières pages, j'ai remarqué à quel point je traitais tout différemment par rapport au début. Il ne restait plus de peur, plus de doute, seulement une reconnaissance claire de ce qui devait être fait. Chaque formulaire, chaque rapport, chaque lettre servait de rappel que récupérer ma vie exigeait une fin aussi ferme que l'intrusion qui l'avait déclenchée. Mes étapes suivantes se sont déroulées avec une sorte de précision qui m'a surprise. J'ai rempli les derniers papiers, notifié chaque institution qui avait encore des traces d'accès non autorisées, me suis retiré des obligations qui ne m'avaient jamais appartenu en premier lieu, et j'ai fermé les comptes qui avaient été laissés vulnérables pendant bien trop longtemps. Chaque action ressemblait à la fermeture d'une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Il y avait une paix étrange dans cette certitude, le sentiment que je ne colmatais plus des brèches, mais que je construisais de nouveaux murs conçus pour protéger ce qui comptait. En accomplissant les dernières tâches, j'ai pensé à l'effondrement qui devait se produire de l'autre côté de tout cela. Non pas parce que je le souhaitais, mais parce que c'était le résultat naturel de la rupture de système qui avait discrètement reposé sur moi. Le retrait du soutien avait été progressif au début, mais la coupure finale a créé un impact qui ne pouvait être ignoré. Ce n'était pas ma responsabilité de gérer les conséquences. Cette vérité s'est installée en moi comme une dernière pièce s'emboîtant parfaitement. Plus tard dans la journée, en examinant les confirmations qui étaient arrivées, j'ai ressenti une stabilité que je n'avais pas connue depuis des années. Pas exactement du soulagement, quelque chose de plus profond, une conviction tranquille que les limites ne sont pas des actes de cruauté, mais des actes de préservation. Les décisions que j'ai prises n'étaient pas une question de vengeance. Elles visaient à reconnaître le coût de la tolérance lorsqu'elle est confondue avec l'amour. Il m'avait fallu des années pour comprendre cette distinction, et maintenant elle semblait être le fondement de tout ce que je voulais que ma vie devienne. Au moment où le soir est arrivé, l'appartement brillait doucement dans la lumière déclinante, et pour une fois, je n'ai pas ressenti la tension d'attendre que quelque chose aille mal. Il n'y a pas eu d'interruption, pas de problèmes inattendus exigeant mon attention. La quiétude semblait méritée, non empruntée. Je savais que ce chapitre de ma vie se terminait, non pas parce que quelqu'un s'était excusé ou avait fait amende honorable, mais parce que j'avais choisi de le clore moi-même. Debout près de la fenêtre, j'ai laissé le calme m'entourer et j'ai réfléchi à tout ce que cela m'avait appris. La vérité la plus difficile n'était pas de découvrir à quel point ma confiance avait été abusée.
C'était de réaliser avec quelle facilité j'avais accepté un rôle qui m'obligeait à me diminuer pour le confort des autres. Cette habitude avait façonné des années de décision, et la désapprendre a demandé plus de force que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. La leçon n'était pas spectaculaire. Elle n'était pas enveloppée de pardon ou de réconciliation. Elle était simple, les gens prendront tout ce que vous leur permettrez de prendre. Et le silence est souvent interprété comme une permission. Se protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Et choisir la distance ne fait pas de vous quelqu'un sans cœur. Cela vous rend honnête sur ce que votre vie peut contenir. Alors que la dernière lueur du jour s'estompait, j'ai fermé le dossier pour la dernière fois. Il n'y avait pas besoin d'y revenir. Chaque étape avait été franchie, chaque connexion rompue, chaque lien formellement coupé. Le chapitre s'était terminé exactement comme il le devait, sans fanfare, sans réconciliation, sans compromis. Ce qui restait, c'était mon avenir, façonné par des limites qui m'appartenaient entièrement. Et pour la première fois, cela suffisait.